Ça, comme ces trucs de chasse anglais avec les bandes comme ça, Norfolk, je crois on appelle ça, avec des culottes à la française et des bottes. Et un sac que j'avais trouvé à Milan, comme ça, voilà. C'est ça. Et c'était dans un vague tweed écossais. Et ça, c'est imprimé avec tous les tons de jaune, de rouge et comme ça. Ça, je m'en souviens très bien. Et voilà, c'est ce genre-là. Mauvais genre, quoi. C'était quelle année? Ben, 65. Quand je vois ça aujourd'hui, je trouve ça pas si mal, les côtés sport, le tout, les sacs et tout. J'ai l'impression que c'est pas moi et en même temps, je sais que c'est moi. C'est loin dans le temps. Et comme moi, je suis pas très bon archiviste moi-même, les Fendi, heureusement, ils ont tout gardé. Moi, j'ai rien gardé du tout. Donc, j'ai rien. Pour moi, c'était une redécouverte, dans un sens, d'un monde complètement disparu. Parce que le monde de la fourrure, le monde de Rome, le monde de Fendi dans les années 60, ça n'a aucun rapport avec ce que c'est aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. C'est tellement différent qu'on ne peut même pas comparer. J'ai l'impression que ça se passait sur une autre planète. Je trouve bien, même les sacs, tout. Mais il est pas mal, un sac de fourrure. Ça, à l'époque, c'était pas courant. En tout cas, dans le commerce, il n'y en avait pas. Hein. Vous voyez, je dessine heureusement assez vite. Hein. Voilà. 66. C'est la mode de l'époque parce que la fille, elle a la tête de Twiggy un peu. Hein. Mais vous voyez, le modèle était exact, hein, avec la culotte et tout. Ça, c'est le côté très sport pour monter à cheval. Personne ne monte à cheval comme ça, mais pour l'idée du blouson, je trouvais que c'était bien. Et là, c'est garçon et fille, et même un enfant. Et cet enfant, c'est Sylvia Fendi, qui aujourd'hui est grand-mère. Ça que je trouve absolument incroyable, je ne peux pas croire. On appelait ça unisexe, je déteste ce mot. Hein. Comment on appelle ça aujourd'hui? La théorie du genre, non? Non, c'est encore autre chose. Hein. Oui, unisexe, c'est un mot horrible. Hein. Au fait, vous savez, il faut partir du principe que tout le monde a deux jambes et deux bras, et pour le reste, on s'arrange. Je peux dire une chose très prétentieuse, je trouve mes dessins plus modernes que les photos des vêtements. Les photos datent vraiment. Hein. Les dessins, si j'étais prétentieux, je dirais que ça date pas tant que ça. Hein. J'aime les côtés, vous voyez, immense manteau du soir, très exagéré et tout. Mais à l'époque, on faisait encore de la panthère et tout, toutes ces choses-là ont disparu. Hein. Ça, c'est de la zibeline parce que c'est ma fourrure favorite et tout, pour un énorme bonus. Évidemment, c'est les mannequins et les poses qui datent plus que les modèles. Vous mettez ça sur un garçon et une fille d'aujourd'hui, ça n'aurait pas cette allure-là. Et ça, c'est un classique Fendi. C'est un immense châle géométrique dans une espèce d'astracan bizarre avec des toutes petites bouclettes. Je n'ai plus jamais revu cette fourrure. J'avais les prototypes et puis je l'ai rendu au Fendi parce que c'est vraiment un truc du musée. Et puis ce graphisme, on l'a beaucoup utilisé parce qu'au fait, indirectement, il rappelle les FF que j'avais fait pour Fendi en 3 secondes dans les premières années, tout au début, parce que les Fendi voulaient faire une collection de fourrure mode, ce que vous avez vu là, à une époque où ils faisaient des fourrures très pour des dames sérieuses, des visons, des zibelines, parce qu'en Italie, le premier pas de la réussite sociale dans ces années-là, même si c'est un pays chaud, c'était que le mari achète à sa femme une fourrure. Hein. La réussite commençait quand elle pouvait dire « Il marito ha comprato la pelliccia ». Alors ça, c'est une collection, c'est la première fois qu'ils ont montré à Florence, parce qu'à l'époque, la couture et même les prêt-à-porter montraient à Florence. Mais on n'avait pas le droit à plus de 16 modèles. Il fallait faire vraiment un truc qui se tenait, parce qu'en 16 modèles, on ne peut pas dire grand-chose. Et j'avais vu, je ne sais pas où, une espèce de documentation sur des dessins esquimaux. Et on avait imprimé les choses d'esquimaux sur du poulain. Et toute la collection était en poulain. Les vêtements, pas les accessoires et tout. Et c'était très accessoirisé, les sacs, les chaussures, les grandes capelines, il y en avait partout. Quand je vois ça aujourd'hui, je ris même moi-même à quel point c'était chiadé, pour le dire vulgairement. Hein. Mais c'était vraiment ça. Et c'est vraiment le dessin exact que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est un manteau pour homme, mais qui a un côté efféminé, parce que moi, ces manteaux hongrois étaient comme ça, et c'était l'inspiration des fameux manteaux des Hongrois. Ça, c'est une cape
de vison longue, parce qu'à l'époque, les manteaux de fourrure longs pour le soir, ça se faisait beaucoup parce que la vie était différente. Les gens sortaient, il y avait des balles, il y avait des choses comme ça. Tout ça s'est passé sur une autre planète. Et ça, c'est un typique, presque intemporel de Fendi, qui refont encore aujourd'hui. Et je trouve ça très bien, après tout. Pourquoi ils ne font pas une fourrure typique Fendi, hein? Et vous voyez, quand je redessine une chose, je le redessine avec les accessoires d'aujourd'hui, hein. Et après, on a fait une version manteau de ça aussi, mais on ne va pas redessiner tout, hein. Ça, c'est les bandes de fourrure. Mais les bandes de fourrure chez Fendi n'étaient pas travaillées comme chez les fourreurs classiques, mais d'une façon très, 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 très allégée, qui rendait tout ça beaucoup, beaucoup plus moderne. Et cette partie en biais est retournée là, comme ça, et rattrapée de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait que 45 ans ou 44 ans. Dessiner les 5 sœurs Fendi, c'est compliqué. Il y avait Alda qui était blonde, qui avait un côté Silvana Mangano presque qui était très différent des autres, qui était la plus jeune. Il y avait la plus brune qui était l'aînée, c'était Paula, comme ça, que j'aimais beaucoup, qui était la grande spécialiste de la fourrure. Ça c'est Alda. Et Carla, elle était un peu, comment dirais-je, le moteur de tout ça, parce qu'elle avait une espèce de don de Pia avant les autres, car elle avait les cheveux très courts comme ça, Carla. Et puis Franca était blonde, mais elle était plus effacée, et elle était moins dans le cou, elle s'occupait plus des accessoires et des choses comme ça, elle était plus effacée. Et puis il y a Anna qui était tout bouclée avec un petit nez retroussé, comme ça. Vous passiez beaucoup de temps chez Fendi? Je passe beaucoup de temps chez moi à préparer le truc, après un truc, je passe peu de temps. Dans le temps, on passait plus de temps parce qu'aujourd'hui, on peut envoyer les dessins par téléphone et comme ça. Dans ces années-là, même la poste, ça prenait quelquefois 3 semaines. Et le fax n'existait pas. Et puis j'avais des appartements à Rome. J'ai resté longtemps à Rome. La vie à Rome était différente. Toute la vie était différente. Maintenant, je reste nulle part longtemps, hein. Les méthodes de travail ont tellement changé que je n'ai pas besoin d'encombrer les gens de ma présence. Comment vous vous êtes rencontrés? Ben, c'est très simple. Je faisais à l'époque Crizia à Milan et elle avait une relation publique qui était Franco Savorelli qui avait aussi été demandé par les sœurs Fendi de trouver quelqu'un pour faire une fourrure un peu moins comme ça à Rome. Et c'est par Franco Savorelli que j'ai connu les sœurs Fendi. Il y avait encore la mère et tout. La mère était géniale. Il paraît qu'elle était très dure avec les filles, mais avec moi, elle était exquise. Ah oui, la mère des 5 filles. Ah oui, Adèle, non, elle n'y est pas là, Adèle. Mais c'était vraiment la matrone romaine, hein. Mais elle était géniale, elle avait un charme fou, c'était une embobineuse de première. Et à l'époque, elle était encore dans une boutique, la Via Piave, elle était assise à la caisse, et derrière, il y avait les photos des 5 filles en robe de mariée. Elle avait des cheveux relevés derrière, comme une espèce de comme ça. Des yeux très intelligents. Elle avait un vrai charisme. Mais en même temps, elle faisait matrone romaine d'un autre âge. Le monde avait quand même changé. Puis elle avait tout ça. Et elle avait des perles comme ça. Et à la fin, elle avait une canne toujours comme ça. Je la dessine un peu jeune, là, je sais pas. Parce que je la voyais. Parce que l'expression du visage était très vive, donc je la voyais pas comme une vieille dame. Le salon de Fendi à l'époque de la Via Fratina était un ancien cinéma qui était assez grand, mais il faut presque montrer le plan. C'était comme ça, c'était très très long, hein. Et il y a un escalier qui venait de la rue là, il y avait des boutiques qui étaient en dessous, et puis il y avait 3 bornes, comme on voit dans le dessin de Toulouse-Lautrec dans la maison close. Et ici, il y avait comme avec des rideaux devant, comme des cabines dans lesquelles il y avait toutes les collections accrochées sur des... Comme ça, on ne le voyait pas. Et puis, par endroits, il y avait des tables avec des fauteuils noirs, Second Empire. Tout ça, c'était très Second Empire, hein. Comme ça, très Visconti est passé par là. Et là, c'était un miroir et tout. Mais c'était une ambiance très film de Visconti, quoi. Très décadent. Oui, c'était l'époque. Mais la première fois que je suis venu, c'était cette ambiance de maison close. Et maintenant, c'est comment?
Mais ça n'y est plus là. Maintenant, on est en plein changement. Après, ça a été refait. Et après, on était dans les Palais Rospoli. Et quand Bernard Arnault a eu la bonne idée de racheter Fendi, il a pris ce grand palazzo qui est Largo Goldoni, là. Et on avait un étage, je sais pas, c'est une très jolie vue. On voit Trinity di Monte et tout. Comment vous vous sentez quand vous y allez? Ça m'est tellement naturel. Et j'ai tellement l'habitude que ça ne change pas. Je débranche Paris, ce que j'ai fait ailleurs, et je me branche sur ce que je fais là. Hein. J'oublie le reste, parce que moi, quand je suis dans une maison, j'oublie ce que je fais ailleurs. Hein. Je n'ai pas de personnalité, j'en ai 3. Alors cette page-là, elle me fait rire, on dirait un faire-part. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Je leur donne les indications qu'il fallait y aller à fond, qu'il fallait exagérer les volumes, qu'il fallait être agressif, et que la fourrure était l'armature de la femme de cette époque. Et j'avais rajouté une photo d'une armature pour dire il faut s'inspirer de cette façon de travailler ça, mais au lieu d'être en fer, je ne sais pas ce que c'est, l'acier, les armures, il fallait les faire en fourrure. Et ça n'a plus aucun rapport avec ça. Mais vous voyez, une fois retravaillé, ça donnait quand même des choses assez surprenantes. Ce qui est souvent un point de départ d'une idée n'a plus rien à voir avec ce que ça devient à l'arrivée. Et ça, c'est encore autre chose. Ce truc-là, vous voyez, c'est vraiment réalisé exact. Là, elle a les bras tombants et pas comme ça. J'avais vu une photo d'avion de rizière. Et au fait, c'est ça que j'ai fait reproduire en fourrure. C'est-à-dire les côtés clairs, c'est la partie cuir. Et ça, c'est la côté fourrure de la même peau. Comme ça, j'avais fait le droit à l'envers mélangé. Au fait, c'est ça. Pour l'époque, c'était nouveau. Vous savez, la fourrure, elle était très ringarde, classique. Donc, les Fendi ont vraiment cru à ça et ont cassé les codes de la fourrure traditionnelle bourgeoise comme un investissement. C'était traité comme une folie. On ne pensait pas au prix. Vous voyez, le thème chasse et cheval, ça revient toujours avec un pantalon de cheval beaucoup plus constructiviste. Et ça, c'est quand on a commencé à faire les choses en 3 dimensions. C'est inspiré d'un vieux coussin que j'avais chez moi, qui était au fait déchiré. Au fait, c'est la déchirure et le côté abîmé qui a donné l'idée pour une chose nouvelle. C'est ça qui est marrant. Hein. Vous voyez, c'est ça une fois réalisé. Et ça était vraiment en 3 dimensions, ce qui était nouveau. Ça, à vrai dire, j'avais oublié. On ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Ça serait politiquement pas correct de faire des femmes de ménage de grand luxe où les tenues sont... Ça n'est politiquement plus correct. Ce logo, je ne sais pas si on s'en est servi après encore, je n'en sais rien, moi. Hein. Vous savez, moi, une fois les trucs faits, je ne les suis pas vraiment. Hein. Et ça, c'est pour une exposition, j'avais fait l'espèce de logo d'inspiration constructivisme russe. Mais quand je le vois là, je trouve ça pas si mal. C'était vaguement comme ça. Dans les années 70, vous commencez à travailler avec Anna, qui est première d'atelier chez Fendi. Oui, il y en avait d'autres à l'époque. Il y en avait d'autres. Anna, je ne sais pas exactement à quelle année, la fameuse Anna que j'adore, la Anna Calabrese, est arrivée, je ne sais pas. Parce que vous savez, d'avoir une grande première, ça n'a pas de prix. Hein, parce que des toiles de fourrure qui n'ont pas de chic, c'est une des choses les plus moches de la Terre. Hein. Et elle a une main, un œil qui est incroyable. Elle lit mes dessins, elle est fantastique pour ça. Elle a des cheveux courts maintenant. Hein. Elle fait très italienne. Hein. Mais elle porte toujours des grands pulls très très larges, très noirs comme ça. Comme ça. Mais elle est toujours habillée comme ça, des grands oversize, quelquefois même tout drapouillé comme ça. Et les cheveux, elle les a assez courts et elle a un beau nez romain comme ça, vous voyez, c'est un peu ce genre-là. J'avais décidé, c'est d'imprimer, d'ailleurs que Carla Fendi porte là, et j'adore dessiner les imprimés, mais aujourd'hui tout le monde le fait au computer, à l'époque ça n'existait pas, et moi je le faisais ça à la main, et ça m'amuse uniquement si je le peins, c'est comme faire de la peinture, ça m'embête d'être là en train de taper un truc. C'est l'énorme nœud en satin matelassé qui passait dans une immense boutonnière là.
Ça, je m'en souviens très bien, comme ça. Puis c'est très cette époque-là, avec les épaules assez exagérées, resserrées vers le bas. Là, il y avait assez de volume dans les manches, comme ça. Et de mouvements de vagues dans les fourrures, dans les peaux. Et ce qui était important, c'est d'avoir le côté justement flashy du satin rouge matelassé assorti au rouge à lèvres de l'époque, parce qu'on faisait ça. Et pour les années 80, c'est pas mal, c'est ça la mode des années 80 finalement. Sur le coup, quand on vous demande ce que c'est la mode, c'est pas, mais 30 ans après, ça se décante. Donc à l'époque, j'avais déjà, mais les cheveux étaient encore très foncés, il y avait peu de poils blancs, comme ça, les lunettes noires, et les cheveux comme ça, le catogan, que je l'ai depuis 1976. Hein. Donc des cravates très chic, tout ça, c'était relativement classique, parce qu'à l'époque, le prêt-à-porter gentilhomme, ça n'existait pas. Et Renoma et les pas def, c'était passé de mode. C'était des années où on avait envie d'être habillé chic. Donc je me souviens, j'avais beaucoup de costumes croisés, de Caraceni, surtout, ou des blazers, ou des costards assez en général unis, avec les pantalons de l'époque, qui pour les critères d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup de chic, des manchettes qui sortaient, des chemises des Hilditch avec des boutons de manchette, des épingles à cravate. Ben, le look, c'était un peu ça. Là, justement, les épaules énormes et tout ça commençait à disparaître un peu et c'est devenu très fluide, beaucoup plus dépouillé. Par exemple, ça c'est un mélange de robes de chambre, des kimonos très fluides, mais fait dans des fourrures précieuses et tout. J'adore l'idée des manteaux de fourrure qui soient traités comme des robes de chambre ou comme des kimonos et pas du tout comme une chose sérieuse, grave, élégante et affreusement chère. Et vraiment des trucs dans lesquels la femme peut s'enrouler, qui n'entravent pas la robe qu'elle porte en dessous et qui a tous les aspects de vêtements d'intérieur, mais qui est fait pour l'extérieur et qui donne la même aisance que comme si elle était le col, vous voyez, comme ça, voilà. Et quelquefois, le col était souvent, je me souviens, dans une autre fourrure. Et là, c'était doublé d'une autre fourrure aussi. Ça, je me souviens, parce qu'il y avait plusieurs variantes. Ça, c'est un des sketchs, mais il y avait plein de variantes. Et dans ces années-là, on avait une espèce de matière qui était extrêmement légère. Alors, le devant du manteau était en genre vison, dans une fourrure plus structurée. Et les côtés étaient aussi bien les manches que tous les côtés là, c'était drapé comme une robe d'avant la guerre de 14, sauf à l'époque on faisait ça en tissu, et que ça aussi, la manche était drapée comme ce qu'on appelle des bénitiers. Au fait, c'était des bénitiers géants, et franchement, pour l'époque, en fourrure, ça se faisait pas. Hein. En tout cas, chez les confrères, s'il y en avait, il n'y en avait pas. Cette fourrure-là était particulièrement légère, c'était comme une soie presque. Sinon, ça aurait été d'une lourdeur totale. Hein. Vous voyez, c'est quand même des drapés assez extravagants en même temps. Puis je faisais beaucoup d'imprimés aussi pour eux. J'adore dessiner les imprimés. Aujourd'hui, j'en fais plus, mais parce que j'ai pas le temps. Et ça s'est fait autrement. Mais c'était amusant de faire des imprimés. Ça, je ne me souviens pas de cette petite robe, j'avais tout oublié. Aussi des pullovers. À l'époque, on ne pouvait pas faire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez faire des pullovers avec 50 couleurs, parce que électronique, computerisée. Mais à l'époque, vous avez des machines Intarsia, et 12 couleurs, c'était déjà le comble du luxe à faire. Et vous voyez, les dessins et les pulls sont exacts. Sauf qu'elle porte un foulard noir là. Ça, c'est des choses, des applications très baroques sur les fourrures. Ça fait très romain dans le bon sens du mot, mais avec un travail de fourrure absolument révolutionnaire pour l'époque. On oublie que les Fendi ont vraiment changé l'aspect et l'approche de la fourrure. Ça paraît loin aujourd'hui. Bon, ça, il faut voir la réalité. C'est des énormes manteaux mouchetés. C'est des baisses de fourrure à long poil. Et on a incrusté des touches dedans comme si c'était des queues de manteaux d'hermine, mais c'était pas forcément blanc. Vous voyez, ça pouvait être jaune et noir. On fait des tout. Là, c'est un petit bikini parce qu'on avait fait un défilé à Milan pour les prêt-à-porter qui était comme pas du tout un défilé classique, mais les filles étaient comme dans un bar. Et vous voyez, le truc est exact. C'est un truc que je fais en 3 secondes dans les studios de Fendi. Ça, tout ça, c'est comme cette robe transparente nue. C'était au fait une robe dessinée pour aller avec quelque chose. Moi, j'aime bien les croquis tout à fait improvisés. Et vous voyez là, les croquis, ça a l'air très simple, mais ça, c'est vraiment comme un plan de travail. C'était des bandes de fourrure qui étaient entrecroisées. Alors, les bandes de travers, ils s'arrêtaient là, et les autres, on les laissait flotter
à toutes les longueurs. Et c'était pas une fourrure, mais 5, 6, 7, 8 fourrures différentes, ce qui donnait cet aspect très bariolé qu'on appelait après grunge et tout ce que vous voulez, mais un côté très sauvage en même temps, vous voyez. C'était vraiment surprenant. Quand je vois ça aujourd'hui, je suis presque surpris moi-même. Oui, parce que c'est pas du tout une fourrure pour bourgeoise. Ah non, non. C'est pas un investissement pour une bourgeoise qui a son visa pour 15 ans, c'est sûr. Et ça donne ça. Ça n'a aucun rapport avec le dessin, mais pour travailler, il fallait faire un système lisible et facile. Et là, c'est Kate Moss jeune, et le contraste est assez drôle de ces franges de fourrure, d'espèces de mélange de n'importe quoi, presque, qui est surtout pas n'importe quoi, avec les pantalons à logo, de ce fameux logo Fendi que j'avais fait il y a 100 ans. Ça, c'est Helena Kirstensen. Dans une autre version de ça, c'est Kirsten McManus, dans encore une autre version. Mais là, ça veut dire que vous avez carrément une période grunge en fait chez Fendi. Oui, c'est ça, oui, c'est le grunge avant le grunge. Ça, c'est le côté, le commencement du minimalisme, des choses plus dépouillées et tout. Ça, c'est une chose plus classique, dessinée en 3 secondes au studio. Mais une fois réalisé, avec les anneaux passés dans les bords, c'est quand même pas si classique que ça. Quand on voit le dessin, on se dit c'est classique. Mais au fait, l'idée, c'était ça, pour expliquer comment ça doit être fait. Les boutons sont marrants et tout ça. Je le ferai encore aujourd'hui s'il faut. D'ailleurs, je le fais. C'était qui votre mannequin préféré dans ces années-là? 90, eh bien, c'était des années de Helena Kirstensen, de Claudia Schiffer, de Kate Moss et de toutes ces filles-là. Hein. C'était Linda Evangelista, qui était quand même un des plus grands mannequins qu'il y a jamais eu en tant que mannequin. Hein. Linda, elle a une tête très particulière avec ses yeux comme ça. Elle ressemble à personne et elle, avec son petit nez comme ça. Et les cheveux courts, elle était comme ça, Linda. Oui, c'est ça. Mais quel modèle elle portait, tout ça, je ne me souviens plus. Hein. Mais elle était comme ça, Linda. Mais je ne sais plus ce qu'elle portait pas. Vous savez, à l'époque, les collections étaient énormes. Maintenant, on montre 40, 50. À l'époque, on montre jusqu'à 200 modèles. Aujourd'hui, les filles ont un modèle, quelquefois deux. À l'époque, les filles avaient jusqu'à 12 passages, on les mettait à côté de la porte et on changeait vite et entrait souvent. Et puis, les défilés duraient plus longtemps, les gens n'avaient pas 200 défilés à voir en même temps et tout. Il y avait un stress très différent, il y en avait peut-être, mais en tout cas, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la même accélération. Aujourd'hui, il faut faire les minimums pour montrer le maximum. À l'époque, on montrait le maximum, même des fois un peu trop. Ça, c'était 95, donc le camouflage. Aujourd'hui, vous regardez les collections, il y a encore du camouflage de toutes les couleurs partout et je ne vous donne pas les noms. Donc, finalement, on était un peu en avant. Et ça, c'est Naomi qui, soi-disant, portait pas de fourrure, mais elle la portait quand même. Hein. Bon, ça, c'est des formes différentes pour les manteaux à faire. Dans tout. Ça, c'est une façon de laquer l'envers du manteau. Tout ça, c'est plutôt des explications techniques pour des coupes et des détails et de faire des patchwork de fourrure où les envers sont colorés de façon différente et des couleurs différentes qui étaient faites sur l'envers, qui normalement n'est pas de cette couleur-là. Et puis une partie, c'est des parties fourrure. Ça, c'est tout ça, c'est des explications techniques. Vous voyez, ça, c'est un manteau avec des incrustations très compliquées. Ça pourrait se faire encore aujourd'hui. Citer personne, mais ça se fait encore aujourd'hui. Ce manteau, il y a des griffes qui l'ont encore aujourd'hui. Ça, c'est une redingote, mais ça, c'est plutôt un dessin technique pour une forme de base. Parce que si on fait tous les poils de fourrure sur un dessin, on ne voit plus la forme. Il faut quand même créer une forme. Souvent, ces vêtements ont de plus jolies proportions dans la vie que sur les mannequins d'atelier comme ça. Parce que, évidemment, un corps humain avec des bras là-dedans, ça donne une autre animation. C'est pile en l'an 2000. 2000. Comment vous vous tenez au courant des innovations de techniques de fourrure? Il suffit d'y penser. Hein. Je ne sais pas, ça vous passe par la tête, vous avez une idée absurde et vous essayez de la réaliser. Et pour ça, le Sœur Fendi était unique parce qu'elle est allée à fond, parce que c'était pas du tout évident, c'était pas du tout gagné. Hein. Parce que franchement, la fourrure, les gens ne la voyaient pas forcément comme ça. Hein. Et aussi bariolée, aussi coupée en morceaux, aussi maltraitée, si j'ose dire. Hein. Sans respect, parce qu'il y avait une espèce de respect pour ça, et tout le monde sait qu'en création, le respect, ça tue. Vous voyez, le vêtement, c'était à peu près ça, avec le col, avec le point là, mais il y avait quand même beaucoup de couleurs, il y avait
espèce de rose fuchsia là. Et là aussi, ça reprenait là. Mais c'était entouré de bleu, d'une espèce de bleu, je crois, si je me souviens, mais ça tirait sur le violet. Hein. Voilà. Puis il y avait des trucs un peu jaunes, orangés, comme ça, là, comme ça. Et dans ces parties-là aussi, mais il y avait en même temps d'autres couleurs. Et puis il y avait un bleu très vif pour les pois qui étaient ici, que j'ai fait en noir, mais en fait c'était bleu, et les mêmes pois se retrouvaient sur le col, comme ça, voilà. Vous voyez, c'était un peu l'aspect que ça donnait. Il y a 15 ans. Comme ça se fait encore ailleurs, je suis ravi. Ça, c'est un manteau que j'aimerais refaire aujourd'hui. J'avais adoré ce truc, je ne sais pas pourquoi, j'avais adoré ça. Je ne sais même pas comment m'était venue l'idée. Ça, c'était joli comme technique parce qu'au fait, c'est des applications de bande de vernis sur un cuir. Et ça, c'est une espèce de colle sauvage, complètement asymétrique, comme déchiré, presque j'aime assez ça. Et pour un grand manteau comme ça, et je dis, le manteau est exact. Ça, c'est une robe à moitié détruite et à moitié structurée. Vous voyez, les broderies d'inspiration de je ne sais plus quoi, avec des tissus très étranges. Vous voyez là, en photo, ça donne ça, c'est pas du tout la même chose. Et voilà. Vous pouvez me dessiner Karl Lagerfeld en 2000? Donc il y a toujours la même coiffure, comme ça, mais c'était devenu blanc entre-temps. Hein. Les cols étaient montés très haut, comme ils sont toujours. Hein. Et c'était des trucs de Dior, des costumes assez serrés, avec des pantalons serrés aussi. Vous voyez, c'était ça. Hein. Et tout est en général noir, comme ça. Voilà. C'était serré à moi dans les matières assez dures, exprès comme ça, vous voyez, c'était ça le look. Et toujours les lunettes noires, vous voyez, c'est ça le look. Hein. Voilà. Il y a eu le défilé sur la muraille de Chine en 2000. Alors, le mur de Chine, mais ça c'est autre chose. J'ai jamais eu si froid de ma vie, mais ça c'est une chose unique qu'on ne refera jamais, ça. Hein. Et ça c'était magique. Vous pouvez redessiner la muraille de Chine un peu ou pas? La muraille de Chine, c'est 6000 km, mon vieux. C'est un peu difficile. Vous savez, le mur de Chine, c'est toujours une espèce de pavillon, une descente, un autre pavillon, une autre descente. C'est comme ça, c'est comme des runways, presque c'est ça. Et les montagnes derrière, c'est extraordinaire. C'est d'une beauté rare. Mais qu'est-ce qui faisait froid là-dedans? À un moment donné, quand ça a été racheté, j'avais presque envie de partir, c'était tellement confus, mais Bernard Arnault a gentiment insisté pour que je reste, et finalement j'ai bien fait. Mais les premières années, de restructurer tout ça, c'était pas facile, et il a injecté quand même beaucoup d'argent, et c'était d'abord Michael Burke et maintenant Pietro Baccheri qui a vraiment fait de ça une grosse affaire qu'une famille, si elle n'est pas structurée pour faire des affaires, ne peut pas faire. Aujourd'hui, si on veut faire une affaire mondiale, il faut que ça fasse partie d'un grand groupe. L'artisanal en chambre, c'est charmant, mais à un moment donné, les échelles ont changé. Il apporte quoi à Fendi, Pietro Beccari? D'abord, il est italien, c'est peut-être plus facile. Son énergie, son enthousiasme et son culot pour aller de l'avant. C'est pas si mal. Hein? C'est tuant parce qu'il passe sa vie dans les avions, il court le monde et tout. Non, là, il a trouvé un bon Bernard Arnault. Et ça, c'est parce que le prêt-à-porter est devenu de plus en plus important. C'est une robe toute en espèce de plastique cellophane. Et c'est vraiment le dessin exact, je ne peux pas dire autrement. Et voilà la robe en réalité sur Raquel, photographiée par moi quelque part dans le Midi. Et ça, c'est des effets géométriques découpés, des applications sur les robes. J'ai toujours été fasciné par les coquillages parce que je trouve que la nature est un très 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 bon design. Elle fait des choses étonnantes. Et je m'étais inspiré pour travailler la fourrure de cette espèce d'étrange coquillage que, j'avoue, je n'avais jamais vu, mais directement tel que, évidemment, ce n'est pas transposable. Il faut interpréter ça. Mais l'idée est un point de départ, même si à l'arrivée, ça devient autre chose. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ce que j'aime, c'est la façon comme ça tombe, là, comme ça. Et toutes ces bandes de fourrure qui étaient travaillées d'une façon un peu irrégulière, comme ça. Les devants étaient comme ça.
la manche, ça reprenait les mêmes mouvements comme ça, et ça remontait, et tout ça, vous voyez, c'était très inspiré du coquillage, tout en n'ayant aucun rapport avec un coquillage. Et la matière est tellement opposée que c'était vraiment drôle de le faire comme ça. De prendre un coquillage pour faire, qui est une chose dure, pour faire un manteau de fourrure qui est une chose extrêmement douce. Mais c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est drôle, vous voyez, comme ça. Je ne sais plus quelle couleur il était, voilà, voilà, c'est ça. Ça n'a aucun rapport, mais c'est quand même ça. Il faut le regarder autrement. Si vous le voyez comme ça, vous ne voyez pas un col. Bien, moi, je vois un col. C'est ça qui est drôle, c'est ça que j'aime dans mon métier. Les idées viennent comme vous les regardez les choses. Vous voyez, ça c'est une fois fait en fourrure, ça n'a plus aucun rapport, mais les points de départ fait qu'il fallait bien quelque chose pour les points de départ. Et ce qu'on ne voit pas avec tous les poils, le travail en dessous, il est comme ça. Ça se voit encore un peu dans le dessin. Après, dans les poils, on le voit moins, mais on ne doit pas le voir non plus. Ça, c'est pas très grave. Vous voyez, ça, c'est la même chose de dos. C'est recouvert d'or, je crois, non? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ça, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, mais qui n'était pas réalisable avant, de tremper les bouts des poils dans de l'or. J'adore ça, je trouve. Ça, c'est des lignes plus dépouillées, plus chasubles, vous voyez, parce que les épaules devenaient plus étroites. C'est un look un peu avec les paddings extérieurs et tout. Et ça, c'était une chose un peu sauvage, avec des peaux qui sont faites comme si elles étaient prises directement dans le stock de fourrure et collées n'importe comment, une espèce d'E.T., mais ça va en même temps avec une mode structurée, parce que les prêt-à-porter étaient assez structurés. Mais c'est amusant de mélanger avec des fourrures plus sauvages pour que tout ça s'embourgeoise pas trop, parce que même les bourgeoises ne veulent plus avoir l'air de bourgeoises aujourd'hui. Et alors ça, c'est une robe très travaillée en lingerie. Je ne sais plus d'où vient l'idée, mais vous voyez, c'est la robe exacte. En réalité, elle était plus large. En marchant, ça s'aplatit, mais elle était large comme le dessin. Ça, c'est un mouvement très entortillé. Quand on le voit fait après, on a du mal à voir le dessin, mais il faut faire le dessin comme ça pour pouvoir construire ça. Et finalement, à la fin de la collection, elle n'a plus la même ceinture. J'avais dessiné cette ceinture à basse pour mettre à la place. Mais ça, c'est le point de départ. Mais une collection, ça évolue. Les dessins, en général, ne changent pas. Là, il n'y a que l'accessoire qui a changé. Ça, c'était des éclats comme des éclairs ou du feu de forêt dans la fourrure ou des tranches d'oiseaux exotiques qui n'existent pas d'ailleurs. Parce qu'entre la fourrure et la plume, pour moi, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On ne sait pas si c'est de la fourrure ou si c'est de la plume, mais c'est le travail d'atelier qui est incroyable dans ça. Et j'aime bien aussi les robes qu'on garnit de fourrure et tout. Par exemple, elle est là, mais après, on lui a mis une ceinture. Le premier dessin n'avait pas de ceinture. Mais ça, on le fait à l'essayage. Sinon, vous voyez, on a mis la ceinture. Ça, c'était une collection très futuriste. Oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Ça a été présenté à Milan en septembre-octobre 13 pour l'été 14. Je ne peux pas vous dire d'où me vient l'idée. Moi, je ne me rappelle pas après. Ou quelquefois, ça vient aussi tout seul, que ça vient de nulle part. Hein. J'ai comme ça quelquefois des flashs, je vois des choses et puis et je ne sais pas pourquoi. Elle était assez courte, voilà. Et c'était, ce qui était joli dans cette robe, c'était les dégradés. Parce qu'elle commençait rouge. Cette partie-là, après ça devenait plus rose. Après ça devenait encore plus pâle. Puis ça reprenait un peu plus fort. Et là c'était encore plus pâle. Voilà comment c'était. Et c'était des tons qui étaient assez jolis avec la peau. Voilà. L'été 14, pas 1914. Voilà. Vous voyez, la robe est exacte comme ça, d'organza, qui passe du rouge vif au rose pâle. Là, mon dessin et la robe sont exacts. Et ça, c'est une robe avec des courbes sur Cara de la Vigne, avec cette espèce de grand bonnet de fourrure et les carlitos méchants là à la main et tout. Donc le carlito, c'est une espèce de monstre inspiré par moi, qui est un autre monstre. Voilà, avec les comme ça.
Et puis il y a ce grand col avec une espèce de cravate noire. Et après, c'est de la fourrure comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a un truc dans la tête. C'est ça le Carlito. Apparemment, ça plaît beaucoup. Bon, tant mieux. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Silvia Fendi. J'ai à Milan au mois de mars 14. Et ça, c'est des éclatements, on va appeler ça comme vous voulez, qui sortent des coutures, des poils, et une iroquois comme ça sur l'épaule, ou carrément brodé là sur une robe large, qu'on porte sur un pantalon, ouvert devant, brodé, et puis tout d'un coup les poils qui éclatent sur une... Vous voyez ici, ça éclate partout, un mélange de laine, de filet et de choses de fourrure. Et ça, c'est une robe imprimée d'orchidées, dans laquelle on a réincrusté d'autres imprimés. Là, je les ai marqués en noir pour qu'on voit où on doit les imprimer. C'est des dessins techniques, c'est pas des trucs à exposer dans les musées. Hein. Est-ce que vous pouvez me dessiner Karl Lagerfeld en 2015? Ben, c'est facile. Hein. Ça n'a pas changé tant que ça. Pour le moment, j'aime un look redingote, un peu long, mais toujours avec des jeans, mais avec des jeans en daim. Vous voyez, la coiffure, ça n'a pas beaucoup changé. Les grands cols non plus, parce que j'adore ça une fois pour tout. Hein. Et j'en ai porté même enfant déjà, j'en avais, donc comme ça, avec des grandes cravates sur lesquelles on met un bijou. Parce que c'est pour ça que je porte des cravates larges, parce que sur les cravates ficelles, on ne peut rien mettre. Hein. Voilà. Et ça, c'est des redingotes de Dior-Homme. Avec ou le revers, le col en cuir, comme ça, dans une espèce de laine assez légère noire. Voilà, les jeans la taille basse en daim noir et les jeans de daim noir avec des bottes de daim noir. Voilà. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien, les poches sont sur le côté, c'est entièrement dépouillé. Et voilà, c'est ça. Mais c'est fait comme des vestes, ce n'est pas des gros manteaux. Et puis maintenant, ça va encore changer, puisque le studio et toutes les opérations Fendi vont donc être l'immense Palazzo della Civiltà, le fameux bâtiment de l'époque 1939, mais qui au fait est inspiré par les tableaux de De Chirico de 1912. Ce bâtiment, il est tellement connu que, vous voyez, ça a tous ces arcades. En bas, il y a les statues dedans, comme ça, et après, ce ne sont que des arcades. Hein. Mais c'est très très beau et les matériaux, c'est magnifique. C'est presque un peu trop, mais bon, hein, il faut voir les choses en grand. Hein. Mais ça prouve aussi à quel point l'affaire a grandi depuis qu'elle est dans les mains de LVMH. Hein. Ça a dépassé 100 fois le cadre familial. Et est-ce que vous avez déjà commencé à dessiner le prochain défilé Fendi? Évidemment, c'est dans même pas un mois. Est-ce que vous pouvez me dessiner quelque chose du prochain défilé? On ne fait jamais d'avance. Vous pensez quoi de ces 50 ans chez Fendi? Vous en êtes fier? Mais écoutez, les gens en parlent, moi, j'y pense pas. Moi c'est aujourd'hui, demain et peut-être après-demain. Mais moi, c'est l'histoire, cette folie du passé et des souvenirs. Non, mais c'est quand même extraordinaire de faire 50 ans. Oui, mais l'extraordinaire, moi, je ne suis pas une attraction de voix, je ne suis pas la femme à barbe. Hein. Ceci dit, pour le record de Guinness, il n'y a personne qui a fait ça dans la vie. Personne n'a eu un contrat qu'il avait pendant 50 ans. Ça n'existe pas. Mais je n'ai pas envie d'insister là-dessus. Voilà. Merci.